Pierre Boulez, vous avez accepté d'être le parrain de cette 8e édition de la Semaine du Son. En quelques mots, pourquoi avoir accepté cette mission? Je trouve que c'est important qu'on organise une Semaine du Son de temps en temps parce qu'on est envahi par le son de tous les côtés, si je peux dire, et en même temps on ne s'occupe pas du tout de cette qualité du son. Nous les musiciens, oui, nous nous en occupons et encore pas toujours. Nous favorisons quelquefois d'autres paramètres plutôt que celui-là. Mais je pense que le son nous envahit par tellement de caractéristiques que c'est utile de songer à ce qu'il est, le rôle qu'il joue dans notre vie. Et si nous pouvons améliorer ce rôle, eh bien, essayons de le faire. On note peut-être un déficit d'attention au son dans notre société. Comment vous le ressentez en tant que musicien, ce rapport de la société actuelle avec l'environnement sonore? Je dirais que l'environnement sonore, on le subit beaucoup plus qu'on le choisit. J'entendais encore dans les supermarchés, si vous entrez dans un supermarché, il y a certains coins où c'est insupportable, par exemple, de niveau sonore. Vous entendez, je me demande comment des gens peuvent travailler, par exemple, avec une musique à laquelle personne ne fait attention, mais qui est un niveau sonore qui vous oblige de faire attention à elle. Et donc, ce genre de choses, il faudrait que les gens soient conscients absolument qu'ils se fatiguent pour rien et que leur santé dépend essentiellement, non pas du son seulement, du reste, mais du bruit aussi, de tous les éléments. Si vous promenez même dans un jardin maintenant, c'est quelqu'un qui me les a remarqués, les jardiniers avant étaient peut-être le métier le plus tranquille du monde, le moins bruyant, tandis que maintenant, avec tous les outils qu'ils ont à leur disposition, que ce soit pour chasser les feuilles mortes, que ce soit pour couper les branches, que ce soit pour émonder les arbres, vous avez toujours du bruit en permanence. Et ce genre de choses est vraiment difficilement supportable, je veux dire. Quand on fait la Semaine du Son, il y a toujours cette ambiguïté de ces trois termes finalement qui désignent l'environnement sonore, qui sont le bruit, le son et la musique. Et vous distinguez très nettement le son du bruit. Pour quelle raison? Je dois vous dire que si on fait la Semaine du Son, évidemment le mot son englobe beaucoup de définitions finalement. Mais quand on s'en sert en musique, le son est déjà quelque chose de choisi très rigoureusement même. Les instruments ont un choix très très limité de sonorité, tout simplement parce que vous ne pouvez pas mélanger n'importe quoi avec n'importe quoi, tout simplement. Donc déjà les instruments, sans parler de faire de la musique avec même, mais déjà les instruments sont le résultat d'un choix extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Je veux dire, si vous voyez comment les luthiers travaillent, par exemple, pour sortir un violon de leurs mains, je ne parle même pas des violons historiques, je parle simplement des violons qui sont faits maintenant. Eh bien, vous voyez toute la précision et le sens de la démarche pour laquelle ils créent des sons qui sont tout à fait sélectionnés. Bon, alors vous avez aussi des sons qui sont sélectionnés d'une façon différente. Si vous regardez des cultures qui sont autres que la nôtre, par exemple la culture musicale de Bali, leur raffinement se porte sur les instruments en métal en particulier. Et là, ils sont même beaucoup plus riches que nous dans cette section-là. Mais aussi, ce sont des instruments comme les gongs et les tam-tams qui sont des instruments extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Donc la musique utilise des sons déjà tout à fait limités. Et quand on parle de Semaine du Son, je crois qu'il faut préciser si on parle de son musical, son non musical ou bruit, tout simplement. Alors le bruit, il y a des bruits qui sont intéressants, mais qui ne peuvent pas dépendre d'une hiérarchie, car finalement l'intérêt d'un son, c'est de pouvoir se soumettre à une hiérarchie. Que ce soit une hiérarchie occidentale ou une hiérarchie asiatique, ou que ce soit une hiérarchie d'Afrique, peu importe. Mais il y a une hiérarchie toujours. Et cette hiérarchie, si on peut la transcender quelquefois, mais on ne peut pas la transcender tout le temps, parce qu'alors elle se rapporte à des connotations usuelles, c'est-à-dire qu'on rapporte ces bruits à l'anecdote et non pas à une construction musicale.
Alors on peut servir l'anecdote dans une œuvre théâtrale, ça oui, de temps en temps, mais ça ne peut pas supporter un discours musical de longue haleine. La hiérarchie dont je parle, c'est une hiérarchie qui organise tous les paramètres du phénomène sonore, c'est-à-dire la hauteur bien sûr, qui est le critère le plus important, mais aussi la durée, le profil, etc., etc. Il y a au moins 7 ou 8 caractéristiques du son qui entrent dans une hiérarchie. Alors ce sont des hiérarchies qui quelquefois se contredisent, qui quelquefois au contraire se corroborent l'une l'autre, mais si vous avez un son qui n'entre pas dans la hiérarchie, cette hiérarchie est simplement inefficace. Et donc vous avez de l'anecdote. Si vous entendez par exemple, c'est malheureusement par exemple le cas chez Varèse, il utilise des sirènes en pensant que c'est un son continu, mais pour nous c'est une sirène de police ou bien une sirène d'alarme, mais on ne peut pas dire que ça obéit à une hiérarchie, c'est impossible. Pour moi, la hiérarchie, ça correspond à la notion de coupure en mathématiques, c'est-à-dire que le continu n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le discontinu. Et comment on organise le discontinu? Car le continu, finalement, il n'y a pas de différence entre un continu et un autre continu. Tandis qu'entre une hiérarchie et une autre hiérarchie, il y a une énorme différence. Alors le XXe siècle a été marqué quand même par les techniques d'enregistrement, justement, du son ambiant, et par l'émergence d'expériences de musique concrètes. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de votre point de vue? Je vous dirais que de mon point de vue, il n'en reste pas grand-chose de la musique concrète parce que justement, elle n'a pas su organiser un univers musical. Elle s'est toujours, ou la plupart du temps en tout cas, ou les 9/10 du temps même, elle s'est fiée à l'anecdote, une sorte d'anecdote poétique, et elle a cru que le poétique, entre guillemets, pouvait organiser un discours. Alors là, vraiment, on s'est trompé très lourdement même. Donc pour vous, c'est une page qui s'est tournée dans l'histoire de la musique? C'est une page qui s'est tournée pour 2 raisons. La première, c'est ce que je viens de dire. La seconde, c'est que ils n'ont pas su s'adapter assez vite et assez fortement à l'évolution technologique. Je veux dire, ce qui était important, c'est à un moment donné d'avoir eu, disons, plus ou moins le sentiment que l'informatique allait jouer un rôle très important. Et si on n'a pas deviné ça à temps, on s'est laissé dépasser par la technologie. Et pour moi, la technologie a été capitale, mais en même temps, elle dépendait d'une pensée musicale pour se former, se forger, se faire. Cette informatique a engendré aussi, en dehors de la musique concrète via l'enregistrement et le traitement du son, a engendré aussi une musique purement électronique. Et on voit que dans ces murs à l'IRCAM, où nous sommes et où vous avez toujours votre bureau, eh bien, on est revenu d'une certaine façon, peut-être, vous allez me dire si je me trompe, à l'utilisation de sons acoustiques mêlés à des traitements électroniques, et donc il y a sans cesse une recherche, semble-t-il, d'équilibre ou de mariage entre les deux technologies. On s'est rendu compte, d'abord on a cru avec une espèce d'utopie, disons, persistante, que les sons artificiels seraient beaucoup plus intéressants que les sons naturels. Mais finalement, on s'est aperçu en analysant des sons naturels que les sons naturels, quelquefois, étaient beaucoup plus complexes qu'on avait cru, et que c'est pas seulement en superposant des sinusoïdes qu'on allait faire des sons très intéressants. Que le son lui-même, pour être intéressant, devait être infiniment plus complexe que ça, et avoir des variations paramétriques beaucoup plus compliquées. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour moi, enfin, ça a été ma première réaction, c'est d'essayer de mêler les deux techniques, d'abord parce qu'elles sont complémentaires, et deuxièmement parce qu'elles donnaient des résultats beaucoup plus intéressants. Et je trouve qu'on peut difficilement se passer des sons, disons, naturels, mais les sons naturels ont certaines limites, et ces limites, on peut les dépasser en utilisant justement la technologie et l'informatique. Et pour moi, c'est ce mélange, non pas ce mélange, ce travail d'un niveau sur l'autre qui est intéressant et qui produit vraiment des résultats étonnants par moment. Alors entre les deux, peut-être il y a une composante qui est d'ailleurs un des thèmes de la Semaine du son de cette année et qui est également très présente dans votre œuvre de compositeur, qui est la voix.
Bien, la voix, bien sûr, c'est la chose la plus difficile. D'abord parce qu'elle est terriblement individuelle. Vous avez des catégories de voix. Vous avez voix de soprano, voix d'alto, voix de ténor, voix de basse, etc. Enfin, vous pouvez même la raffiner bien davantage que ces catégories assez sommaires. Mais cela varie avec les individus. Je veux dire, un violoniste, bien sûr, a un son différent d'un autre violoniste. Ça dépend de l'instrument, ça dépend de son jeu, ça dépend de son maniement de l'archet aussi. Mais le son du violon est tout de même plus fort que le son individuel, parce que il fait appel à des qualités grâce auxquelles on les reconnaît immédiatement. Pour la voix, autant de voix, autant de spectres. Et donc c'était très difficile de réduire la voix à quelque chose. Et par exemple, je sais que c'est très difficile d'utiliser l'électronique ou l'informatique avec la voix. J'ai fait des essais pour ça et je trouve qu'ils sont assez peu concluants. Mais il y a aussi le fait que si on n'y fait pas très attention, l'anecdote revient au galop là aussi. Et on a très vite l'impression qu'on a une conversation téléphonique mal organisée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un téléphone qui marche mal et qui déforme la voix. Si on s'occupe du mélange de la technique et de la voix naturelle. Donc là, il y a aussi un problème qu'il est difficile de résoudre, c'est-à-dire éviter l'anecdote quand on utilise la voix. Ça laisse entendre ce que vous dites, que pour le musicien, pour le compositeur, c'est un aléa la voix finalement, du fait de cette variabilité. C'est beaucoup plus difficile à utiliser la voix que n'importe quelle autre chose. En effet, en musique, parce que le phénomène est individuel et le phénomène rappelle l'anecdote immédiatement. Sur la technologie vis-à-vis de cette voix, vous avez l'air d'être dubitatif sur les possibilités d'exploitation, alors que beaucoup de travail est fait dans ce domaine. Ici même, on a entendu des transformations de voix masculines en féminines, qui est assez impressionnante. Il y a quand même, semble-t-il, des possibilités. Oui, on peut faire, en particulier, on peut faire qu'une voix mâle devienne une voix femelle, pour ainsi dire, grossièrement. Mais je pense que c'est pas très raffiné, ça encore. Si vous voulez, c'est une translation d'un registre dans un autre. Moi, j'attends au sens où, par exemple, où on décortiquera le spectre vocal et qu'on le transformera complètement. Quand, par exemple, le vocal va devenir instrumental, ou l'instrumental peut devenir vocal, mais typiquement. Et ça, ce sont des choses qui sont vraiment très difficiles. Pourquoi c'est très difficile de définir le moment où l'instrumental passe au vocal, par exemple, ou vice-versa. Enfin, et donc, il y a beaucoup de choses à... Je ne dis pas que je suis découragé ou décourageant. Je trouve que certainement les problèmes sont là pour être résolus. Et il ne faut pas se décourager du tout. Mais je pense qu'en ce moment, nous avons affaire encore à des catégories très primitives. Un espoir, mais un chemin qui n'est pas abouti pour l'instant. Qui n'est pas balisé, certainement même. Et même pas balisé. Non. Nous entrons dans le XXIe siècle, la musique contemporaine a marqué le XXe siècle. Comment vous la sentez aujourd'hui? Comment vous sentez son évolution et la place qu'elle occupe et, semble-t-il, les rapports toujours difficiles qu'elle entretient avec le grand public? Bon, avec le public, c'est pas ça qui me chagrine beaucoup, parce que je pense que le problème dans ce cas-là, c'est le problème des interprètes, qui n'ont pas de courage, ou qui sont trop paresseux, tout simplement. Je veux dire, si vous persistez à donner de la musique contemporaine, vous créez un public au fur et à mesure. Et il n'y a pas de raison que, par exemple, des gens se précipitent à des expositions de peinture contemporaine et n'aillent pas à des concerts de musique contemporaine. Donc, il y a quelque chose qui est là dans les mains des interprètes. Si M. Paulini ou M. Barenboim jouent des œuvres contemporaines, les salles sont bien remplies. Elles sont peut-être moins pleines que s'ils jouent Chopin ou Beethoven, mais les salles sont tout à fait remplies. Donc, de ce point de vue-là, je qualifierais la paresse vraiment d'un obstacle numéro 1. La paresse, enfin j'entends bien que les gens travaillent très bien et très activement, mais la paresse mentale, je parle de cette paresse mentale qui les empêche de découvrir, tout simplement, et le manque de curiosité. Au point de vue, disons, de l'évolution de la musique,
Il est certain que si je regarde ça avec 50 ans ou 60 ans de distance, ce qui me permet mon âge, je trouve que nous étions une génération, si j'englobe aussi les gens qui étaient de la même période et du même âge que le mien, nous étions une génération qui, disons, tenait beaucoup à résoudre des problèmes très généraux, des problèmes théoriques même, d'une certaine façon. Et nous trouvons des générations maintenant qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui donnent moins dans dans l'étude théorique et plus dans les résultats immédiats. Ça a un avantage et un inconvénient. Comme l'avantage c'était de réfléchir vraiment très profondément au vocabulaire musical et à ce qu'il peut porter. L'inconvénient, c'était que, par moments, on se détachait tellement par la théorie du côté pragmatique que les résultats ne donnaient pas du tout ce qu'on pensait avoir atteint. D'un autre côté, si vous êtes trop pragmatique, eh bien, il y a un moment donné où il y a une certaine facilité à se servir de la mémoire plus que de l'inventivité. Et ça, c'est aussi le danger qui guette, disons, le manque de culture réfléchie. Est-ce que de votre point de vue, apprécier la musique contemporaine passe par une éducation, une culture particulière, et qu'il y a tout de même, semble-t-il, encore un obstacle, même pour les amateurs de musique? D'où vient cela et est-ce qu'il y a des solutions de votre point de vue? Non, il est certain qu'il y a une difficulté, c'est la difficulté du renouvellement. Plus on est allé du XVIIIe au XIXe siècle, plus les formes musicales ont été personnelles. Si vous prenez la musique baroque, vous avez à peu près les mêmes schémas toujours. Alors ils sont plus ou moins bien adaptés, ils sont plus ou moins bien remplis, mais les schémas sont là. Et si vous regardez par exemple les concertos brandebourgeois, ce n'est pas comme schéma, j'entends bien, c'est pas tellement loin de Vivaldi. Et si vous regardez plus loin dans le XIXe siècle, il faut bien dire que Richard Strauss et Debussy, qui sont à la fin du XIXe, début du XXe siècle, sont loin, très loin l'un de l'autre, quoiqu'ils utilisent les mêmes objets musicaux, pratiquement. Donc il y a certainement un usage beaucoup plus personnel. Et les formes musicales aussi sont, surtout depuis Liszt et le poème symphonique, les formes musicales sont des formes musicales qu'on a à découvrir quand on entend la musique. Elles ne sont pas du tout installées d'avance. Donc il y a la difficulté, une certaine difficulté de ce point de vue-là. Par exemple, quand on écoute un opéra de Mozart, même les plus travaillés, comme Don Giovanni ou Les Noces de Figaro, vous avez tout de même des moments qui sont très faciles à repérer. Un récitatif, un aria, une aria, vous avez un autre récitatif, un ensemble, ou un duo, etc. Donc vous avez des compartiments dans lesquels vous vous repérez très bien. Si vous regardez Wagner, spécialement plus il va vers la fin, c'est-à-dire quand vous avez le crépuscule des dieux, il est beaucoup plus difficile de se repérer dans un discours qui est continuellement en évolution. Et donc là aussi, c'est une chose qui est plus difficile à maîtriser. Ceci dit, Wagner est maîtrisé aujourd'hui, mais il exige d'un public beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de réflexion qu'auparavant. Alors, cela n'a fait que, si je peux dire, s'accentuer. J'allais dire s'aggraver, mais s'accentuer me paraît suffisant déjà. Donc, quand vous découvrez une forme, vous la découvrez. Si vous découvrez, par exemple, si vous avez la mer de Debussy, je parle le second mouvement, jeu de vague, il est certain que jeu de vague, il faut que vous l'écoutiez plusieurs fois pour savoir comment ça s'organise, à peu près. Même si vous êtes un amateur, votre mémoire réagit et plus votre mémoire a enregistré la musique, plus vous êtes capable de l'apprécier et de savoir où elle va, si je peux dire. Mais si vous n'avez jamais fait ce travail avec les pièces de Schoenberg, même les pièces du début, opus 16, il est certain que vous allez être constamment perdu si vous entendez ces pièces-là une fois tous les 10 ans. C'est certain que vous n'apprendrez rien à ce moment-là, mais vous perdrez le contact, au contraire. Non, je pense qu'il y a deux choses qui sont essentielles, c'est la qualité et la régularité.
alors la qualité d'exécution et la régularité d'exécution. Et au fur et à mesure que vous présentez ces deux phénomènes comme les points d'accroche principaux de la musique contemporaine, là vous avez réussi. Et vous pensez que ça prendra donc ça forcément du temps? Et apparemment, ce temps est d'autant plus long qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle soit très présente dans l'univers sonore, à la fois du grand public, des jeunes en particulier. Non, il y a un manque de culture, mais le manque de culture est dû aux gens qui ne s'y intéressent, qui devraient s'y intéresser. Je veux dire, si vous ne vous occupez pas dès la plus tendre enfance de l'éducation musicale des jeunes, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, on m'a beaucoup de fois posé la question, qu'est-ce que vous faites avec les jeunes qui font du rock uniquement et qui ne s'intéressent pas à la musique contemporaine? Je dis, bien sûr, c'est normal, ils veulent s'exprimer. On leur donne comme moyen de s'exprimer uniquement des moyens très sommaires qu'ils entendent, qu'ils répètent et finalement qui n'évoluent pas, ou qui évoluent tellement peu que le format est plus fort que l'évolution. Eh bien, oui, ils persisteront là-dedans et au fur et à mesure, ils s'encastreront dans un petit bout de siècle qui leur rappellera leur jeunesse et leurs ébats de jeunesse, tout simplement. Donc il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner si on ne s'en occupe pas d'une façon soutenue. Mais aussi, le fait est que les cercles de la société qui peuvent s'intéresser à la musique classique, comme on dit, sont des cercles qui sont plus grands qu'autrefois. N'oubliez pas que les quatuors à cordes de Beethoven étaient donnés dans l'étage supérieur à un café viennois. Tout simplement, il y avait peut-être une vingtaine ou une quarantaine de personnes qui suivaient les exécutions. Donc il faut replacer les choses dans leur contexte aussi. On faisait de la musique peut-être davantage que maintenant, mais on la faisait en plus petit cercle. Pour terminer sur cette culture sonore, comment vous la jugez aujourd'hui? Est-ce que elle est assez présente et quels seraient les moyens de la rendre plus présente aux différents stades de l'enseignement, par exemple? Mais je crois qu'il faut d'abord que les jeunes gens, ou les très jeunes gens même, soient éduqués de façon pratique. C'est-à-dire qu'ils aient de l'action à faire. Si vous commencez par leur dire une blanche vaut deux noires, une noire vaut deux croches, etc., c'est-à-dire que vous commencez par une espèce de diagramme arithmétique, ça ne peut pas intéresser des très jeunes gens. Il faut les intéresser. Qu'est-ce que c'est que le rythme? Comment je fais le rythme? Pourquoi je fais le rythme? Est-ce que je peux improviser le rythme ou est-ce que je l'organise au contraire? Etc. Des choses élémentaires. Il faut commencer avec des choses élémentaires qui frapperont leur imagination et dans lesquelles ils pourront se sentir inventifs. C'est leur inventivité qu'il faut travailler et non pas seulement la reproduction de schémas qu'on a entendus déjà des millions de fois. Et là, évidemment, ça suppose des pédagogues qui ont vraiment eux-mêmes de la créativité et de l'invention. Tant que vous n'aurez pas ça, tant que vous ne formerez pas des gens dans ce domaine, eh bien, vous n'aboutirez à rien malheureusement.